Vous songez à apporter votre entreprise à une société? Attention, attention, ce n'est pas du tout la même chose qu'une simple vente. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les effets juridiques et parfois les pièges de l'apport d'un fonds de commerce en droit français. Pour que ce soit bien clair, on va prendre une image simple. Pensez-y comme ça. Vendre son fonds de commerce, c'est un peu comme vendre une voiture bien propre, nickel. L'acheteur repart avec, point final. Mais la porter en société, ah là, c'est comme lui donner les clés mais en laissant toutes les vieilles factures impaillées dans la boîte à gants. La société qui reçoit le fonds hérite de tout, les bons côtés, mais aussi les dettes. Et c'est ça vraiment la différence cruciale. Voilà, c'est noir sur blanc. Le point essentiel, il est là. Dans une vente, le passif, c'est-à-dire les dettes, ce n'est pas le problème de l'acheteur. Mais dans un apport, eh bien c'est oui. Les dettes sont incluses dans le cadeau. Et c'est précisément ce oui qui change absolument tout et qui peut rendre l'opération, disons, assez complexe. Ok, alors comment on s'y retrouve dans tout ça? Voilà le programme. On va d'abord bien planter le décor sur la différence entre apport et vente. Ensuite, on regardera les obligations de chacun. Puis, on se penchera sur les risques, qui ils menacent et surtout, quelles sont les protections prévues. Et pour finir, on verra les deux issues possibles, annulation ou solidarité. Allez, on y va. Alors, première chose, insistons un peu là-dessus parce que c'est vraiment le cœur du sujet. Pourquoi est-ce que ça change tout? Eh bien, tout tourne autour de cette histoire de dettes qui sont transférées en même temps que l'entreprise. Voilà ce qui est fondamental. Dans un apport, il n'y a pas de chèque à la fin de la journée. Pas d'argent frais. En échange de son entreprise, l'apporteur reçoit quoi? Des parts, des actions de la société. Il devient un associé. Et ça change tout. Il n'est plus un tiers qui s'en va, il est désormais dans le même bateau que les autres, lié au destin de la société. Bon, le cadre est posé. Maintenant, voyons voir les obligations de chaque côté. Parce que, bien sûr, ce n'est pas une rue à sens unique. Chacun a des devoirs bien précis. Du côté de l'apporteur, donc la personne qui amène son entreprise, il y a en gros deux grandes obligations. D'abord, une obligation de délivrance. Il doit tout transférer, absolument tous les éléments du fonds de commerce. Et ensuite, une obligation de garantie. Ça veut dire qu'il doit protéger la société contre, par exemple, des problèmes qui n'étaient pas visibles, ce qu'on appelle les vices cachés. D'ailleurs, la loi est claire là-dessus, il est traité exactement comme un vendeur. Et en face, la société qui reçoit le fonds, quelles sont ses obligations? C'est assez simple, elle doit intégrer la valeur de ce fonds dans son propre capital. C'est une étape comptable et juridique cruciale. Et bien sûr, en échange, elle doit émettre les fameuses actions ou parts sociales pour l'apporteur. C'est la contrepartie, la preuve qu'il fait maintenant partie de l'aventure. C'est là que ça devient vraiment intéressant et un peu dangereux. Ce transfert de dette, ce n'est pas juste une affaire entre l'apporteur et la société. Non, ça crée un véritable effet domino. Un risque en chaîne qui va toucher d'autres personnes. Des personnes qui, à la base, n'avaient rien demandé. Du coup, la question qui se pose est évidente. Qui sont ces fameux tiers menacés par ce transfert de dette? Qui est sur la sellette? Eh bien, il y a trois groupes principaux. Premièrement, les créanciers de l'apporteur. Pour eux, c'est un coup dur. Un actif important qui servait de garantie pour leurs créances disparaît du patrimoine de leurs débiteurs. Deuxièmement, la société qui reçoit le fonds. Elle se retrouve du jour au lendemain avec des dettes qui ne sont pas les siennes à l'origine. Et troisièmement, les autres associés de cette société. Eux, ils voient le risque global de leur investissement augmenter parce qu'il faut maintenant éponger ce nouveau passif. Heureusement, face à cette situation potentiellement explosive, la loi a prévu des garde-fous. Il y a un filet de sécurité, surtout pour les créanciers. Mais attention, il faut être extrêmement réactif parce que c'est une véritable course contre la montre. Les délais sont très très courts. Alors comment ça marche cette protection? En fait, c'est un processus en 3 temps. D'abord, les créanciers doivent agir. Ils doivent déclarer officiellement leurs dettes auprès du tribunal de commerce. C'est l'étape numéro 1, indispensable. Ensuite, et c'est une réaction en chaîne, les associés de la société peuvent demander l'annulation de l'opération. Et enfin, c'est le tribunal qui aura le dernier mot et qui décidera si oui ou non on annule tout. Et là, attention, le premier délai est incroyablement court. 10 jours. Les créanciers n'ont que 10 jours à partir de la dernière publicité de l'opération pour faire leur déclaration. 10 petits jours. S'ils laissent passer ce délai, c'est souvent trop tard. La porte se referme. Et juste après, ça continue. Une fois que les créanciers ont fait leur déclaration, la balle passe dans le camp des associés. Et eux, ils ont 15 jours pour réagir et, s'ils le souhaitent, demander l'annulation de l'apport. C'est leur moyen de dire « Stop, on n'était pas d'accord pour ça ». Mais alors, que se passe-t-il si cette procédure d'annulation n'est pas lancée ou si elle échoue? Eh bien là, le résultat est sans appel. La société devient solidairement responsable avec l'apporteur. Qu'est-ce que ça veut dire solidairement? C'est très simple et très puissant. Ça signifiait que le créancier peut demander le paiement de 100% de sa dette, soit à l'apporteur, soit à la société. C'est une garantie en béton pour lui. D'accord, donc on a la solidarité d'un côté. Mais revenons à l'autre option, l'annulation. Si les associés demandent l'annulation et que le juge est d'accord, qu'est-ce qu'on annule exactement? L'opération? La société elle-même?
Ah, là, la réponse est un peu plus subtile. En fait, la doctrine juridique distingue deux cas de figure. Premier cas, l'apport est fait à une société qui existe déjà. Dans ce cas, on annule seulement l'apport. La société, elle, continue de vivre, c'est assez logique. Mais, deuxième cas, si la société a été créée spécialement pour recevoir ce fonds de commerce, alors là, c'est l'existence même de la société qui peut être annulée. On imagine que si le seul but de sa création disparaît, elle n'a plus lieu d'être. Pour finir, quelques points très importants à garder en tête. D'abord, même si la société est solidairement responsable et paye la dette, l'apporteur reste le débiteur principal. Ça veut dire que la société peut ensuite se retourner contre lui pour se faire rembourser. Ensuite, il faut bien comprendre que ce mécanisme est très différent de ce qui existe dans une vente classique, où les créanciers ont un droit d'opposition. Ce n'est pas du tout la même chose. Et enfin, petite précision, ces règles ne s'appliquent pas à certaines grosses opérations comme les fusions. Au final, s'il y a une chose à retenir, c'est cette phrase du Code de commerce. La société est tenue solidairement avec l'apporteur. Cette notion de solidarité, c'est vraiment la clé de voûte de tout le système. C'est à la fois la plus grande protection pour les créanciers et le plus grand risque pour la société qui accueille le fonds. Tout ce mécanisme, on le voit, cherche à trouver un équilibre. Mais la question reste entière. Est-ce que cet équilibre est vraiment juste? Est-ce que la loi protège équitablement tout le monde? Ou est-ce que, finalement, le risque ne pèse pas un peu trop lourd sur les épaules de la société qui, au fond, ne faisait qu'accueillir un nouveau partenaire? C'est une question qui continue de faire débat et qui prouve bien que chaque apport est une aventure juridique à part entière.